Un autre chercheur incontournable dans ce courant de pensée s'appelle Alfred Edward Ringwood, dit Ted pour les intimes. Dans les années 60, il avait proposé un modèle de formation de la Lune qu'il a ensuite affiné dans les années 70 et qu'il appelle le modèle de la précipitation. Ringwood considère que l'atmosphère primitive épaisse de la prototerre, évaporée du fait des températures excessives, est à l'origine de la formation de la Lune. Sur cette représentation, plusieurs choses sont à expliquer. En français, s'il vous plaît. Merci. La température de la surface est de 2000 degrés Celsius. Les éléments gazeux sont encore en évaporation. Le manteau se constitue et le fer tombe en masse vers le centre de la Terre. Des éléments volatiles sont évacués, le vent solaire y contribue. Dans les zones les plus externes, les particules se condensent, puis s'agrègent en planétésimaux. Ces derniers s'accréteront ensuite pour former la Lune. L'hypothèse de Ringwood est astucieuse, car elle se dispense d'une contrainte importante liée à l'éjection de matériaux terrestres pour former la Lune, comme le suggérait Darwin. Ici, c'est dans une forme d'atmosphère très dense que tout se passe. Cependant, dans les années 80, Ringwood admettra au final l'idée d'impact géant, tout en étant critique sur le modèle canonique. Il mixera cette idée et la sienne en proposant que de petits impacts interagissant avec une atmosphère épaisse seraient plus à même de produire la dispersion massive de particules qui se condenseront pour former la Lune. Il nous faut également citer les travaux de O'Keefe dans les années 1960 et 70. Partisan du processus de fission, il ajoute l'idée d'un système provisoirement double, très proche, qui ressemblerait à une binaire de contact, comme on en rencontre chez certains couples d'étoiles. Cela faciliterait grandement l'échange de matière et de moments cinétiques entre les deux corps. Puis il prendra en compte l'idée émise par Öpik de la création d'un anneau de petits corps provenant des parties externes de la Terre, s'agglomérant ensuite pour former la Lune. On peut signaler également un texte écrit en 1977 avec Urey, prix Nobel de chimie, dans lequel tous deux continuent à défendre l'hypothèse de la formation de la Lune par fission pour des raisons géochimiques. Je conclurai avec O'Keefe en faisant référence à ce texte de 1978 écrit avec Sullivan, dans lequel il compare joliment le processus de fission à la rupture d'une vague dans l'eau. Dans les années 80 s'est imposée l'idée d'un impact géant à l'origine de la création de la Lune, sans pour autant faire disparaître les théories précédentes. Je signalerai par exemple les travaux de Alan Binder, partisan de la fission, qui prend à son compte les déformations successives de la prototerre selon les principes déjà signalés de Maclaurin, Jacobi et Poincaré. Remarquez en bas l'idée originale de perte de matière de la Lune juste après sa formation à partir du point de Lagrange 1. Enfin, tout récemment, une hypothèse très controversée a été proposée par Rob de Meyer qui estime qu'à la limite du manteau et du noyau de la prototerre s'était concentrée une masse importante d'éléments radioactifs. L'impact d'un astéroïde de 100 km de diamètre aurait exercé une pression suffisante pour déclencher une réaction en chaîne amenant à une explosion gigantesque. Une masse importante de matériaux terrestres aurait ainsi été éjectée pour former la Lune, comme on le voit sur cette simulation informatique. Le fait est qu'il a existé sur Terre ce qu'on appelle des géoréacteurs nucléaires naturels, dont le seul scientifiquement référencé est celui d'Oklo, situé au Gabon, et qui a fonctionné il y a environ 2 milliards d'années, mais avec une faible puissance. Nous arrivons au terme de ces 5 courtes vidéos consacrées à la théorie de la fission à l'origine de la création de la Lune.
Nous avons successivement vu les idées de Darwin, de Weiss, de Ringwood, de O'Keefe, de Binder, ainsi que certaines idées originales comme celle de De Meyer. Gageons que de nouvelles propositions émergeront encore pour tenter de déstabiliser nos modèles dominants actuels de l'impact géant.